cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne zai manci kala harino kan da bore na bongo se banda ta masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cérémonie officielle de signature de convention entre la Banque Atlantique et le Syndicat national des agents des impôts SNAI. Objectif financier, la construction des logements sociaux. Écho dans ce journal. Et puis à suivre la poursuite des travaux de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou. Les travaux se poursuivent à suivre l'état d'avancement, mais aussi l'avis exprimé des citoyens. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Avant le développement de tous ces titres, à retenir d'abord cette visite du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans le département de Dogondouchi, où un meeting a été organisé à Dogondouchi, suivi donc de plusieurs visites du président de la République au niveau de la mare de Dogondouchi, le château d'eau, l'entreprise sémencière et le lycée technologique de Dogondouchi également. À suivre toujours avec nos envoyés spéciaux Moudi Moussa et Jamil Oumarou, l'intervention du président de la République en Hausa devant les populations de Dogondouchi, à suivre bien sûr dans nos prochaines éditions. Le département de Dogondouchi, toujours, vous le savez, qui constitue un nœud routier important dont les populations sont connues pour être de grands travailleurs de la terre. Il est aussi le troisième département le plus peuplé du Niger. Notre reporter Halimatou Abdou nous fait un bref historique sur le département de Dogondouchi. À environ 300 km de Niamey, la capitale, Douchi. C'est une commune urbaine et un chef-lieu de département qui porte le même nom. Douchi est un nœud routier important. La ville est située sur la route nationale numéro 1 à égale distance de Dosso et de Koni et à seulement 40 km du Nigeria. Dogondouchi est le troisième département le plus peuplé du Niger. Le département est peuplé de Hausa, Peul, Touareg et Zarma. Sur le plan historique, les Arawa doivent leur célébrité à la reine et prêtresse Raunia Mongou de Lougou, une reine qui lutta fortement contre la domination coloniale. Le pays des Maoris est aussi connu abriter le barois de Bagaji, dont la fille fut épousée par Ari le Kanouri, d'où la descendance Kanouri des Arawa. Sur le plan administratif, le territoire de Douchi est composé d'une commune urbaine et 9 communes rurales. Dankasari, Dogonkiria, Dumega, Gesheme, Kieshe, Koremerua, Matankari, Susukutan et Tibiri. Douchi doit aussi sa renommée à des hauts cadres et nombreux intellectuels qu'il a fournis à l'administration. Le nom de Douchi a également rayonné grâce à ses fils et filles, telle la défunte femme du premier président du Niger, Aïssata Diori, le défunt président Baré Menassara, la famille Gao, les ministres Noma Kaka, Mohamed Dendobi, le journaliste écrivain Ahmed Ousmane, l'artiste comédien Yazidogo, le richissime homme d'affaires Baké Daouda. Les Arawa sont aussi connus pour être de grands travailleurs de la terre.
C'est cette région de producteurs très peuplée que visite aujourd'hui le président de la République, Issoufou Mahamadou. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal, les travaux de construction de la ligne ferroviaire Cotonou-Niamey qui se poursuivent sur la nationale numéro 1. Des travaux qui relèvent bien sûr le doute au niveau des populations quant à la réalisation de ce projet. Seyni Meikido Jibril s'est intéressé à la question. Lancement des travaux du chemin de fer le 7 avril dernier, date du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République. Ce dernier a promis aux Nigériens de célébrer la fête de la République le 18 décembre prochain à Dosso en s'y rendant par train de Niamey. Une promesse qui est au point d'être tenue car les travaux de construction du chemin de fer battent leur plein sur la route nationale numéro 1 RN1, levant ainsi le doute chez beaucoup de Nigériens quant à la réalisation de ce projet. Chez certains citoyens, c'est un rêve qui se réalise avec les raids du chemin de fer sur la RN1. C'est un sentiment de satisfaction de voir le chemin de fer commencer dans notre pays. Depuis que nous étions enfants, on entend les gens parler de ce chemin de fer. Et maintenant, on remercie le bon Dieu de nous avoir montré le commencement du chemin de fer. Des travaux du chemin de fer. Vraiment, on n'a pas cru, lorsque le président a dit qu'il va aller fêter la fête du 18 décembre dans le train, mais maintenant on a commencé à voir les faits. Rêve et réalité se réalisent. On est vraiment fiers du travail abattu. Mais seulement, c'est encore un chantier. On a cru parce que l'État est une continuité. L'homme doit avoir des objectifs et des ambitions dans la vie. Pour preuve, on a l'échangeur, c'est fait. Maintenant, le chemin de fer, c'est en voie, c'est déjà en réalisation. D'autres félicitent et encouragent les autorités de la 7e République dans la réalisation des grands projets qui contribueront à relancer l'économie du pays. On remercie beaucoup le président de la République de nous avoir doté de ce chemin de fer qu'on a tant attendu. J'apprécie bien le travail que le président de la République commence à entamer et je souhaite plein succès dans son travail puisque ce dossier-là, il a trouvé ça bien avant l'indépendance du Niger. Ça n'a pas eu lieu d'effectuer. Lui, il a eu l'occasion. C'est déjà fait même. Et puis, il fait ça pour la nation nigérienne, pour le bénéfice de la nation. Financé à hauteur de 786 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans, les travaux de construction du chemin de fer Niamey-Dosso-Parakou sont exécutés par la société française Bolloré. Il témoigne aussi de la volonté du président Issoufou Mahamadou de désenclaver le Niger et de faire du pays une nation dont l'économie est l'une des plus performantes dans la sous-région ouest africaine. Vous l'avez compris, un invité sur ce plateau du journal télévisé. Il s'agit de M. Moussa Keïta, militant du MNSD Nassara. Moussa Keïta est sur ce plateau pour parler avec nous d'un certain nombre de développements, les derniers développements, j'allais dire, de la crise socio-politique, notamment à l'Assemblée nationale, où on le sait, les débats sont où le M. Moussa Keïta. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, bien sûr, cette semaine, le président de l'Assemblée nationale était donc sorti pour une conférence de presse par rapport justement au retrait de sa sécurité. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en tout cas par rapport à cette conférence de presse, notamment ce point précis du retrait de la sécurité du président de l'Assemblée nationale? Je vous remercie, Dounia, de nous avoir invités. L'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir quand même nous exprimer par rapport à la situation de notre pays. Par rapport au retrait de la sécurité rapprochée du président de l'Assemblée nationale, je veux juste me référer à notre condition
en son article 11, qui dit que la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation absolue de respecter et de la protéger. L'article 12 de notre Constitution dit aussi à son alinéa 3, chacun a droit à la liberté et à la sécurité dans les conditions définies par la loi. Donc je crois que tout est clair, tout est dit par la Constitution. C'est l'État qui assure la sécurité de nous tous. Et donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat dessus. Alors, là également, le président de l'Assemblée nationale a fait cas, en tout cas, d'une tentative d'assassinat sur sa propre personne. Je crois que les Nigériens ne sont pas au premier coup d'essai. Je veux quand même rappeler certains propos qu'il a tenus en 1998, au temps du FRDD. Il a tenu le même propos à l'égard du général Barré, du régime du général Barré. Et il a tenu les mêmes propos avec le président Tanja. Maintenant, en 2014, il nous tient les mêmes propos. Je crois que c'est dommage. Les hommes politiques de ce pays doivent quand même faire la part des choses. C'est-à-dire mettre leur intérêt personnel de côté et voir l'intérêt supérieur de notre pays. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre, pour un oui ou pour un non, qu'on se mette toujours à faire du dilatoire ou à accuser X ou Y, à vouloir tuer X ou Y. C'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos habitudes. Je tiens quand même à rappeler à l'opinion nationale et internationale, il a aussi tenu des menaces de mort à l'égard de ma personne. Le 30 décembre 2007, le sieur Hama Amadou a demandé de me cogner, juste pour avoir demandé l'audit du parti. Le 5 janvier 2008, il l'a dit dans un point de presse, il a demandé à la jeunesse de s'occuper de nous de la plus belle manière qu'il soit pour qu'on ne s'occupe plus de lui. Je crois que c'est sans commentaire. Voilà, alors Monsieur Moussa Keïta, nous allons également parler de votre parti politique, le MNSD Nassara, qui avait organisé un meeting à Zender. Alors, juste au lendemain de ce meeting, nous avons suivi la réaction du Saman par rapport donc à un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que cela suscite également comme commentaire chez vous? Le commentaire que j'ai à faire sur ce malheureux incident, c'est dommage quand même, le Saman et le syndicat de nos magistrats, et c'est un syndicat que je respecte pour nous avoir soutenus à un moment donné dans un combat noble que nous avons eu à mener. Et je trouve cela regrettable. C'est bien beau de dénoncer, il faut le faire, mais il faut le faire en disant toute la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il a dénoncé un peu le cas de la majorité. Abdoulaye Boubé, je le respecte. Il sait pertinemment que j'ai eu à écrire au Saman par rapport aux différends qui m'opposent à l'actuel président de l'Assemblée. Il a reçu la correspondance, il n'a jamais réagi. Et pourtant, un de leurs militants a été limogé pour avoir demandé le respect de l'article 88 de notre Constitution. Ils n'ont rien dit à cet égard. Et ce qui m'a surpris, la NDDH qui vient et qui soutient, je crois qu'on ne doit pas, c'est pas le moment de faire des déclarations incendiaires. Et puis, heureusement pour nous, la Cour d'appel de Zender elle a sorti un arrêt pour mettre fin à tout. Alors, dernière, je dirais, question, c'est par rapport donc à une lettre que vous avez adressée également à l'ARN, notamment le porte-parole de l'ARN. Alors, est-ce que cette correspondance est restée avec une suite? Elle est restée sans suite. C'était juste au limogeage de ce magistrat intègre, j'ai nommé M. Gaëko, procureur général de la Cour d'appel à l'époque, pour dans l'affaire Moussa Mandian Keïta Amadou Hama Moulio. À ma grande surprise, ayant constaté le silence
du syndicat des magistrats à cet égard. J'ai jugé utile d'écrire au président de l'ARN, étant un militant de l'ARN, en demandant le soutien de l'ARN. À ma grande surprise, le porte-parole de l'ARN est sorti pour féliciter M. Hama Amadou suite au non-lieu qu'il a eu. Quand vous vous référez un peu à notre déclaration où nous avons dénoncé beaucoup de choses, nous avons dénoncé la gestion, nous avons demandé l'audit du parti, nous avons dénoncé la xénophobie, le régionalisme, l'ethnocentrisme, que l'ARN sorte et qu'ils soutiennent, je crois, leur allié d'aujourd'hui par rapport au non-lieu qu'il a reçu. Je crois que par rapport à un militant du parti, je crois qu'ils se contredisent et ils sont mal placés aujourd'hui pour parler de la bonne gouvernance. Voilà. Monsieur Moussa Keïta, je vous remercie en tout cas pour toutes ces précisions. Restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Merci. Cérémonie cet après-midi à la Direction générale des impôts d'une signature de convention de financement immobilier entre la Banque Atlantique et le Syndicat national des agents de l'impôt SNAI. Objectif, offrir des meilleurs produits à la clientèle. Le compte-rendu de Halimatou Abdou et de Samboza. La présente signature de convention entre la Banque Atlantique et le Syndicat national des agents des impôts s'inscrit dans le cadre du protocole de financement de prêts immobiliers entre les deux institutions. Une convention qui traduit l'engagement de la Banque Atlantique à offrir des meilleurs produits à sa clientèle et contribuer ainsi au développement du Niger. Ce financement porte sur des crédits à court, moyen et long terme au bénéfice des agents des services des impôts à des conditions préférentielles pour assurer à chaque agent un logement sur toute l'étendue du territoire du Niger. Ce acte que nous posons aujourd'hui traduit notre engagement d'offrir des produits adaptés aux besoins de nos clients et de contribuer au développement de notre pays, nous inscrivant ainsi dans le programme de réalisation des logements sociaux prôné par le gouvernement du Niger. À cette occasion, le secrétaire général du SNAI a souligné que le choix de la Banque Atlantique n'est pas fortuit avant de rappeler les objectifs recherchés par le syndicat à travers la signature de cette convention. Vous incarnez des valeurs auxquelles nous sommes très attachés aux impôts, à savoir le travail bien fait, le sens de responsabilité et surtout la constance dans l'effort. La Banque Atlantique est arrivée un peu plus tard au Niger sur un marché déjà très concurrentiel. Mais elle a su se hisser au podium grâce à votre dynamisme et votre professionnalisme et le professionnalisme de vos agents. Un podium où il est très difficile de s'y maintenir que d'y arriver. En effet, l'objectif visé par le SNAI est de faire en sorte que chaque agent des impôts dispose d'un toit avant sa retraite. La signature aujourd'hui de cette présente convention donne forme à ce noble objectif. Le directeur général des impôts a à son tour exprimé son engagement à accompagner ses agents dans cette mission. La direction générale des impôts ne faiblira pas en ce qui concerne les engagements et les attentes que vous avez envers elle. Nous accompagnerons notre syndicat parce que c'est la volonté des agents des impôts. Donc nous allons accompagner cette volonté de manière multiforme. Il faut noter que le montant global de cette convention se chiffre à un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Il traduit la volonté de la Banque Atlantique à contribuer au mieux-être de ses clients. La Direction générale des douanes de la République fédérale du Nigeria a fait don de 10 véhicules flambants neufs à l'administration des douanes du Niger. C'était hier après-midi, un don qui vise à le raffermissement des liens de solidarité qui lient le Niger et le Nigeria. Moudi Moussa pour le compte-rendu.
C'est au total 10 véhicules tout-terrain de marque Hilux flambant neuf qui venaient pour la présente cérémonie d'être gracieusement offerts à la Direction générale de douane du Niger par sa consort du Nigeria. Une action, la première du genre, qui intervient moins d'une semaine après l'ouverture des assises de la première réunion bilatérale regroupant à Niamey les responsables de ces deux administrations respectives et qui témoigne de la vitalité du partenariat entre le Niger et le Nigeria. Un engagement ferme a été pris en vue de l'élaboration, à brève échéance, d'un accord d'assistance administrative mutuelle sur la base des modèles universels conçus sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes. Un autre engagement pris porte sur la définition rapide des bases d'une coopération en matière de transit des marchandises, d'échange d'informations et de renforcement des capacités. Enfin, une résolution ferme a été prise de favoriser la multiplication des rencontres bilatérales au niveau national et local afin d'intensifier les relations entre les fonctionnaires des deux administrations. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui représente, en vérité, une preuve concrète de la sincérité de nos amis et frères du Nigeria dans les différents engagements qu'ils ont pris. En procédant à la remise officielle des clés de ces 10 véhicules au ministre en charge des Finances, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Niger s'est largement étalé sur l'exemplarité des relations qui ont toujours uni le Niger et le Nigeria, avant de revenir sur l'importance du présent don qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la douane nigérienne. In order to demonstrate these collaborations, donc en vue de démontrer cette collaboration between our two sister countries entre donc nos deux pays frères and services, et services, the Nigeria Customs Service les services de douane du Nigeria has decided to contribute 10 vehicles ont décidé donc de contribuer as an assistance avec donc 10 véhicules to the Nigerian Customs Service. Au service de douane du Niger. The vehicles are already here, as you can see. Ces véhicules donc sont déjà là, comme vous pouvez le constater. An additional ambulance for the use of Custom Hospital in Niamey is on its way to be here very soon. Et donc il y aura aussi une ambulance pour le centre médical de la Direction générale des douanes, donc très bientôt. D'un coût global de 250 millions de francs CFA, ce don gracieusement offert par la République fédérale du Nigeria à l'administration douanière du Niger contribuera à répondre significativement à l'insuffisance des moyens adéquats de locomotion exprimés depuis quelque temps par la dite administration. Et puis une partie magazine à suivre dans ce journal, la partie magazine relative à l'analyse de la situation politique qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale. Une analyse faite par l'acteur de la société civile nigérienne, Mahamadou Arzika, président du mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR. À suivre donc cette analyse en partie magazine. Cela dit, la Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FUSEN, a tenu ce matin au siège du SNEN un point de presse. À travers celui-ci, le FUSEN a fustigé le non-respect par le gouvernement du protocole d'accord entre les deux parties. Écoutons un extrait de ce point de presse avec le coordinateur du FUSEN, Abdraman Abdou. Conformément aux engagements qui ont été pris, nous n'avons pas encore l'adoption du statut particulier en fin avril. Donc nous rejetons la responsabilité à la partie gouvernementale qui ne s'est pas pris à temps par rapport à la mise en place de ce comité de relecture. En ce qui concerne le deuxième point, c'est le paiement des pécules des enseignants contractuels en même temps que les salaires. À ce propos, il faut noter que les multiples missions effectuées par la FUSEN au niveau de toute la chaîne, n'est-ce pas, du processus du paiement des pécules, nous a permis de comprendre que effectivement il y a des responsabilités qui sont partagées à tous les niveaux. À partir de la direction régionale qui doit remonter les États au niveau des RFM qui doivent aussi les transférer au niveau des finances, à tous les niveaux il y a une certaine négligence qui fait qu'aujourd'hui
le paiement des pécules est devenu encore problématique. Par rapport donc au troisième point, c'est le paiement des 2 listes d'incidence financière par mois à compter du mois de mars 2014 et des rappels salaires de nouvellement engagés en fin avril. Alors, si on a constaté quand même le paiement des 2 listes d'incidence financière pour le compte du mois de mars, qui ont été déjà payés, mais avec aussi du retard, parce qu'il faut rappeler que c'est le 2 avril seulement que ces listes-là ont été payées. Et aujourd'hui, les 2 listes qui sont pour le compte du mois d'avril ne sont pas encore publiées. Au vu de tout ce qui précède, la FUSEN a décidé de passer à l'action. Nous allons passer à l'action et dans les tout prochains jours, Inch'Allah, nous allons réaffirmer notre ferme détermination à défendre vaille qui vaille les points ci-dessus évoqués. Nous prenons à témoin l'opinion nationale, les partenaires de l'école, sur les menaces graves qui pèsent sur la finition de l'année scolaire en cours. Autre aspect de cette édition, cette fois-ci avec les jeunes de plusieurs entreprises de la place qui étaient en formation sur les relations agents commerciaux et clients. L'initiative est de Proximé et le but est de mieux outiller ces jeunes entrepreneurs sur les techniques d'approche et d'accueil des clients. Suivez cet élément pour plus de précision. La fréquentation régulière d'une entreprise par un client dépend de son premier contact avec l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de son service client à accueillir les clients. C'est dans cette optique que Proximeo CRM, spécialisé dans la gestion de la relation client, a initié ce séminaire à l'endroit de quelques jeunes de Asusu SA, Tanadi SA, Uganvi, établissement Himadou Hamani Sirignere et Amana Kasha. 4 jours durant, les participants se sont investis des règles sacrées de l'écoute et de l'accueil du client afin de le satisfaire. Ce séminaire rentre dans le cadre de l'apport de l'expertise de Proximeo pour les entreprises nigériennes. Et dans le cadre de l'apport de notre expertise pour les entreprises nigériennes, nous organisons couramment des séminaires de perfectionnement à l'endroit des professionnels des entreprises nigériennes. Et nous avons souhaité une fois de plus, à travers 2 thèmes que nous avons retenus pour cette semaine de formation, rencontrer les professionnels nigériens et leur apprendre comment écouter leurs clients et comment accueillir leurs clients. L'objectif à travers le premier thème, c'est apprendre aux séminaristes comment écouter le client en vue de mieux prendre en compte ses besoins pour pouvoir élaborer pour lui une offre adaptée à ses attentes. Et dans le deuxième séminaire, c'est le thème de l'accueil qui est aujourd'hui un thème important, un thème d'actualité. C'est comment accueillir son client au téléphone, c'est comment accueillir son client lorsqu'il nous rend visite. Sanctionné par la remise des attestations de formation, ce séminaire a permis d'améliorer la capacité d'écoute et d'accueil des participants qui remercient vivement Proximeo. Ce séminaire va apporter beaucoup de choses dans ma vie professionnelle parce que vraiment on a beaucoup appris. Le premier thème c'était l'écoute active dans la relation commerciale et c'est un thème qui est très important pour moi en tant qu'agent commercial parce que je serai encore mieux à l'écoute de mes clients pour leur apporter plus de satisfaction. Tout a été très bien, on a très bien compris et puis on a été bien traités. Vraiment, on dit un grand merci à Proximeo. Ce séminaire nous a édifié à plus d'un titre parce que le thème est intitulé « L'écoute active dans la relation commerciale ». C'est-à-dire comment écouter activement le client. Et écouter activement le client, c'est-à-dire lui donner en fait toute notre attention. Et le client, c'est le moteur, c'est lui qui est en fait, le client est roi comme on le dit. Si le client est bien accueilli, donc nécessairement ça va impacter sur l'entreprise. Ce séminaire a permis de renforcer les capacités de service client de ces différentes entreprises. Les clients peuvent donc les fréquenter en toute quiétude. La caravane d'information et de sensibilisation sur l'éducation initiée par la coalition nigérienne des associations syndicats ASSO EPT Niger dans le cadre de la semaine mondiale d'action s'est rendue hier lundi 5 mai à Tillabéri sur les objectifs et résultats attendus
Au cours de cette caravane, suivons les explications de Danda Kouei Maman, il est membre de ASSO EPT. Aujourd'hui, c'est Tillabéri que nous avons retenu pour être la région phare, pour faire la sensibilisation par rapport à la campagne mondiale pour l'éducation, qui est l'éducation inclusive, c'est-à-dire permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Que ce soit les enfants en situation de handicap ou les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc c'est vraiment le but de la caravane. Aujourd'hui donc nous sommes à Tillabéri et demain nous serons à Balayara. Après-demain nous serons à Manguézé et le 8 nous serons à Terra. Et c'est de là-bas que la caravane va rentrer à Niamey. Aujourd'hui, les activités sur Tillabéri, il y a eu d'abord une visite d'école au niveau de Daïbéri, où les enfants nous ont montré et nous ont présenté des sketchs sur l'éducation inclusive, mais aussi au niveau de la DEDEN, un certain nombre d'enseignants et d'élèves en situation de handicap ont été primés. Et cet après-midi, depuis 16 h, nous sommes dans la salle de conférence du gouvernorat pour une conférence animée par le proviseur du CES sur l'éducation inclusive. Donc ce soir, il y aura une activité culturelle au niveau de la MJC, Djingiri, où je pense que c'est le nom, où Djingiri Lompo va animer la soirée pour les enseignants et pour les élèves, mais aussi pour la population, c'est des parents d'élèves. Voilà, effectivement. Et demain, il y aura une visite de la pirogue qui transporte les élèves de l'autre côté de la rive pour les amener dans les écoles spécialisées pour les enfants en situation de handicap. Et les résultats que nous attendons, c'est justement à ce que chacun comprenne, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les enfants même en situation de handicap, puissent aller à l'école et qu'ils ne restent pas à la maison pour devenir des mendiants et pour faire d'autres activités, ou bien qu'ils soient carrément exclus du système éducatif. Qu'ils viennent à l'école, il y a de la place pour eux. C'est le résultat que nous attendons. Un mot de culture dans ce journal avec cette conférence de presse animée par la direction du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey, qui a donc animé une conférence de presse. Objectif, présenter son vaste programme pour le mois de mai et juin. Suivons plus de détails dans ce compte-rendu signé Mariam Soumana et Sambozamou. Cette conférence de presse initiée par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch vise à donner au public nigérien un aperçu des activités du centre au cours du mois de mai et juin. Un vaste programme riche et varié en musique, théâtre, projection de films, des conférences, débats. Dans le domaine de la musique, nous avons un programme très dense qui débute dès ce samedi 10 mai à 20h30, avec un événement, la tournée organisée par l'Institut français du groupe Franco Nabisso. Donc samedi 10 mai à 20h30, Franco Nabisso. CAF la Gaffe, le samedi 31 mai, un rappeur que l'on ne présente plus, le samedi 21 juin. Cette année, ça tombe bien, c'est un samedi. Donc c'est une fête qui va être organisée conjointement par le CCFN, le CFPM et le CCOG. Il y aura des concerts dans la journée, dans certains quartiers de Niamey. Le cinéma, avec le festival, un événement exceptionnel, le festival du film de très court métrage, intitulé Les très courts métrages. Donc ce sont 44 créations
de 3 minutes maximum. Une projection du dernier film de Djingare Maïga, réalisateur nigérien qui n'est plus à présenter, Au plus loin dans le noir, film qui traite de la corruption et du trafic de drogue au Niger. Au cours de cette conférence, les acteurs et animateurs des différentes activités ont tour à tour pris la parole pour donner un avant-goût au public. Ça, le jour de la projection, je serai prêt, Inch'Allah. Mon dernier ouvrage qui s'appelle Les Afriques cobayes, 40 ans de développement du sous-développement. C'est un titre assez évocateur et assez provocateur. J'ai fait plus de 25 ans dans le système de l'aide au développement multilatéral, l'ONUSI, le continent onusien, la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Une expérience assez douloureuse, avec beaucoup de frustration, de déception. Et c'est cette expérience que j'ai eu envie de partager dans ce livre. Le système éducatif nigérien a rencontré énormément de problèmes depuis les années 90. Et cela a eu pour conséquence d'exclure les activités artistiques et culturelles au sein des établissements. Après beaucoup de bonne volonté, des artistes et même des enseignants se sont mobilisés pour réhabiliter ces activités-là au sein des établissements. Le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey invite par ailleurs le public nigérien à venir massivement apprécier les différentes prestations. On se bat tous pour engranger des millions. Tout le monde est fou, tout le monde veut être champion. On oublie la raison pour laquelle nous existons. Voilà, et comme prévu, nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est relative à l'analyse de l'acteur de la société civile nigérienne, Mahamadou Arzika, sur la situation socio-politique qui prévaut à l'Assemblée nationale. Mahamadou Arzika, qui est président du mouvement pour une citoyenneté responsable, MPCR. Nouarzika rappelle les députés nationaux au respect de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très bonne réception. Au revoir. C'est avec un profond sentiment de tristesse et d'indignation que nous avons vécu. Et près de 8 heures d'horloge et des débats parlementaires inacceptables. Parce que les députés, on a toujours cru et on a toujours pensé que c'est des honorables députés donc, qui méritent les honneurs de la nation en vertu de la fonction qu'ils exercent et au regard de la place de cette fonction dans le système de gouvernance de notre pays. Comme vous le savez, l'Assemblée est une chambre qui est composée de députés. Et ces députés, indépendamment du processus électoral par lequel on les élit, sont pratiquement tous considérés comme étant des représentants de la nation entière. Et cela a été très affirmé dans les dispositions de l'article 87 de la Constitution. Mais ce que nous sommes en train de voir maintenant au niveau de l'Assemblée, c'est que nos députés nationaux, s'entend, ne se considèrent plus comme étant les députés de la République. Mais ils se considèrent comme des députés, à tout le moins, de leur parti, sinon même de leur leader. Parce qu'on a entendu des députés revendiquer l'autorité du leadership de leur mentor comme étant quelque chose qui doit qui doit peser dans leur action et leur fonction au niveau du Parlement. C'est qui est une flagrante violation des dispositions de la Constitution. Les députés, chaque député est représentant de la nation entière. Tout mandat impératif est nul. Donc il n'y a pas un mandat qui puisse être donné à un député, ni par un groupe parlementaire, ni a fortiori un bureau politique, d'un parti politique ou un leader. Ça n'a rien à voir. Une fois élu à l'exercice de la fonction de député, vous êtes député de la République.
Maintenant, vos relations politiques, vous les gérez à votre manière. Mais ça ne doit pas peser sur la vie de l'institution que vous animez, notamment l'Assemblée nationale. Et a fortiori sur la vie de la nation. Mais tel que nous avons écouté aujourd'hui les propos tenus par les uns et les autres, on a toute l'impression qu'on a mis de côté la Constitution, les lois de la République, et les gens maintenant veulent faire la gestion de l'institution en dehors de la mission constitutionnelle qu'elle a et en dehors des lois de la République. Pire, en dehors même de la volonté exprimée dans le cadre du dernier arrêt de la Cour. Et on a entendu le président de l'Assemblée lui-même demander à ce qu'on mette de côté la loi, la Constitution, pour aller vers ce qu'il appelait un consensus politique, qui peut se comprendre d'ailleurs si c'est en leur sein, au sein de l'Assemblée. Ils peuvent faire des discussions politiques au sein de l'Assemblée, entre les différents groupes parlementaires, autour du président de l'Assemblée. Ça peut se faire. Mais non, le président de l'Assemblée ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis dans un jeu politique dangereux qui a consisté tout simplement à vouloir tirer la couverture vers un rôle politique à donner aux leaders politiques par rapport aux députés qui n'ont pas. Les leaders des partis, c'est les leaders des partis. Ils ont leur pouvoir là-bas au sein de leur parti, dans leur bureau politique, dans leur parti politique. Mais à l'Assemblée, c'est la Constitution qui prévaut. C'est les lois de la République qui prévalent. Et non le statut d'un parti politique ou l'opinion d'un parti politique. Il faut que ça soit très clair. Ce qui se passe aujourd'hui et qui, de notre point de vue, doit nécessairement être rétabli, c'est qu'il faut que tous ensemble, qu'ils retiennent. Et là, nous interpellons le président de la République, en tant que président de la République, chef de l'État, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Donc, garant du fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale et du respect de la Constitution. En même temps, nous interpellons le président de l'Assemblée nationale dans son rôle du président de l'Assemblée nationale, garant du fonctionnement régulier de l'Assemblée, s'entend, le respect du règlement intérieur de l'Assemblée et aussi de la Constitution. Parce que le président de l'Assemblée est aussi astreint, sous serment, à l'obligation de respecter la Constitution et la faire respecter à l'Assemblée. Et faire respecter la Constitution pour le président de l'Assemblée, c'est quoi? C'est reconnaître et retenir que chaque député est représentant de la nation entière. Que le vote du député est personnel, que tout mandat impératif est nul, et que les leaders d'un parti politique de surcroît non parlementaire n'a absolument rien à voir avec la mission d'un député qui est au Parlement, même s'il est du même parti que lui. Tout le monde sait que cette Assemblée nationale, au moment où elle a été élue, dans les conditions où elle a été élue, ça a été un grand débat qu'on a fait pour dénoncer le caractère administratif de l'exclusion de certains partis à la possibilité de présenter des candidats. Mais ça, c'est derrière nous. On n'a plus ça derrière nous. On regarde pour l'avenir. Pour le moment, ce qu'ils ont retenu et qui a fait qu'on a des élus qui sont là, qui sont appelés à exercer la fonction de député et sont là en train de l'exercer. Et l'exercice de la fonction de député, c'est une fonction publique. La fonction parlementaire est une fonction publique. Ce n'est pas une fonction partisane. C'est une fonction publique pour permettre à l'Assemblée, qui est une institution publique de la République, de jouer le rôle attendu d'elle en tant qu'Assemblée. Voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Voilà les trois rôles que les députés sont appelés à jouer. Et si, au-delà de ça, ils n'ont aucun rôle. Et aujourd'hui, pour le faire, ils n'ont pas besoin qu'ils soient aujourd'hui téléguidés par qui que ce soit de l'extérieur de l'Assemblée. Nous n'assistons pas à la banalisation, mais à la prise en otage et à la violation de la Constitution. Et lorsque le président du groupe parlementaire de l'ARN dit qu'il a été instruit par des leaders de leur parti politique pour qu'il refuse de convoquer une réunion avec l'ensemble des membres de son groupe parlementaire, il a violé la Constitution. Il a violé le règlement intérieur de l'Assemblée. Il n'a pas d'instruction à recevoir de qui que ce soit pour qu'il puisse, et pour le fonctionnement du groupe parlementaire à l'Assemblée.
Le groupe parlementaire à l'Assemblée fait partie des organes de l'Assemblée. Il fait partie des organes acceptés de fait et en droit, finalement, comme étant des institutions à mettre en place au niveau de l'Assemblée. Sinon, d'ailleurs, vous savez, moi, en 1993, déjà, j'étais contre cette théorie de groupe. Les groupes, c'est des associations volontaires et privées. Normalement, les députés, chaque député est représentant de la nation entière. Tout député a la liberté de s'organiser et dégager son opinion, sa position sur des questions en débat. Malheureusement, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que, regardez ce qu'on est en train de nous dire, que le groupe parlementaire de l'ARN, pour ne pas le nommer, c'est un groupe qui est composé de députés qui sont issus de 3 partis politiques. Et les 3 partis politiques se retrouvent dans une même coalition des partis politiques à l'opposition. Ce qui est tout à fait compréhensible et normal que ce groupe pour donner à leur groupe le nom de l'ARN. Mais ce groupe est composé de 30 députés à sa création. Maintenant, chemin faisant, il y a un certain nombre de députés, au nombre de 13 ou 14, je n'en sais rien, qui ont des appréciations différentes et même divergentes d'avec leurs autres camarades dans le même groupe par rapport à l'accompagnement des politiques publiques initiées par le gouvernement. C'est des opinions qui sont toujours, qu'on peut toujours avoir divergentes et qui n'ont rien à voir avec leur droit à être un membre. Parce que quand vous êtes membre d'un groupe, selon le règlement intérieur de l'Assemblée, vous êtes membre du groupe, vous ne pouvez pas sortir là-dedans. Et si vous venez à sortir d'un groupe, alors dans ces conditions, vous ne pouvez pas vous retrouver dans un autre groupe. Ces gens-là, ces députés-là, ils sont tous membres de ce groupe. Et les droits qui sont reconnus à ce groupe, notamment les groupes parlementaires, parce qu'on a dit que le bureau doit refléter la configuration politique à l'Assemblée. La configuration politique à l'Assemblée, c'est la représentation des groupes parlementaires et non l'idée opposition-majorité. Non, non. C'est de ça qu'il s'agit. La représentation de chacun des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée dans le bureau. Maintenant, quand on dit que chaque groupe a droit à être dans le bureau, mais c'est l'ensemble des membres de ce groupe, qu'ils soient d'accord entre eux ou pas, qu'ils soient divergents ou pas, qu'ils se boxent ou pas, ils ont tous le droit individuellement à développer des prétentions sur des choses qui sont reconnues comme étant des droits appartenant à ce groupe. Dans le cas d'espèce, le groupe a droit à un vice-président. Le groupe a droit à présenter un secrétaire parlementaire. Non. Chacun des membres du groupe peut développer naturellement sa prétention à être candidat à ce poste. Dans tous les cas, c'est l'Assemblée toute entière qui départage les différents candidats. Et les autres députés qui sont en dehors du groupe, qui sont les électeurs, on ne saurait aussi leur imposer l'obligation de voter un candidat, même s'il appartient à un groupe avec lequel ils ne sont pas d'accord. Oui, ça c'est très clair. C'est un droit, parce que le vote du député est personnel. On ne saurait obliger un député à voter, et à voter dans le sens qu'il n'aura pas choisi d'accepter de voter. Donc, à partir de ce moment-là, au regard de ce que nous avons compris et ce que nous avons entendu, les informations que nous avons reçues du contenu de l'arrêt de la Cour et de tous les débats qui s'est passé aujourd'hui, je constate tout simplement que c'est la mauvaise foi qui a gouverné le comportement des acteurs. J'ai même entendu des députés qui sont membres de l'ARN se lever pour considérer que eux, lui seul en parlant, il peut nier le droit à 13 autres camarades à lui qui sont du même groupe, le droit à eux d'être consultés ou le droit d'avoir un avis. Non, ça c'est inadmissible. Le président du groupe ne peut pas organiser une réunion et ne pas les convoquer. Sauf si eux décident de ne pas venir. Quand ils décident de ne pas venir, on constate leur absence. Mais on ne peut pas dire qu'on les empêche. Et s'il y a quelque chose qui concerne tout le groupe, ils ont le droit à donner leur avis ou à se présenter. Ça, c'est la règle normale. Mais on n'a pas besoin de dire
on va les renvoyer devant des leaders des partis politiques. Quel leader des partis politiques? Quel rôle le leader des partis politiques a à jouer dans le fonctionnement de l'Assemblée? L'Assemblée est une institution qui doit fonctionner en vertu de son règlement intérieur, de ses prérogatives constitutionnelles et des autres lois de la République. Pas en vertu de la volonté des individus ou des leaders des partis qui sont en dehors de l'Assemblée et qui doivent régenter le comportement des députés à l'Assemblée en violation de l'article 87 de la Constitution. Je suis formel là-dessus. C'est une violation. Lorsqu'on dit qu'il y a quelqu'un qui va instruire un député à voter dans un sens ou dans l'autre et que c'est établi, c'est formel, ça veut dire que le député a exécuté un mandat impératif. Et lorsqu'il exécute un mandat impératif, c'est nul. Son vote est nul, son action est nulle, sa décision est nulle, son comportement est nul. C'est ce que la Constitution a dit à son article 87. Donc il faut qu'on arrête. Ma conviction, c'est que chacun doit mettre de l'eau dans ses vins. En particulier, moi, mon appel va vers le président de l'Assemblée nationale. Il est le président de l'Assemblée nationale. Pour la première fois de l'histoire constitutionnelle de notre pays, on a fait jurer un président de l'Assemblée sous serment pour qu'il exerce la fonction du président de l'Assemblée. C'est la première fois que c'est fait dans l'histoire du Niger. Et la Cour, dans son arrêt, vient de rappeler au président l'obligation qu'il a de respecter et de faire respecter la Constitution et le règlement à l'Assemblée. Ce n'est pas les propos que nous avons entendus des gens qui n'ont rien à perdre, à la limite qui veulent pousser le président de l'Assemblée à faire plus un jeu politique qu'un jeu qu'il doit faire normal. Parce que je l'ai entendu répéter que ce n'est pas une solution qu'on peut trouver en droit, c'est une solution politique qu'on peut trouver. On ne peut pas mettre le droit de côté et faire de la politique en le faisant. C'est comme s'ils ont refusé d'obtempérer au respect de l'arrêt. Et mieux, ils ont décidé de violer la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée. La Cour, dans son arrêt, a dit qu'un groupe ne peut empêcher à quelqu'un, d'un membre du groupe, de développer sa prétention. C'est-à-dire que le président du groupe n'est qu'une courroie de transmission. Ce n'est pas un pouvoir qu'on lui a donné ou une prérogative qu'on a donnée au président du groupe de décider d'accepter de transmettre ou non la candidature d'un membre de son groupe à un poste donné. Et il n'a pas été prévu que c'est des primaires qu'on fait. Non, ce n'est pas des primaires qu'on fait. Chaque candidat, chaque membre du groupe qui est candidat à un poste peut déclarer sa candidature. Le président du groupe, son rôle, c'est de recenser l'ensemble des candidatures et de les transmettre à l'Assemblée. Devant la plénière, c'est à la plénière de trancher qui sont des candidats qu'elle décide de responsabiliser pour assumer les fonctions au bureau. La seule chose qui a été demandée, c'est de respecter la configuration politique. C'est-à-dire que tous les membres là qui vont être appelés à être élus doivent être des membres qui sont issus de chacun des groupes parlementaires à l'Assemblée. Ça ne parle pas d'opposition majorité ici. Voilà. Non, bien sûr qu'on peut parler, parce qu'en fait, pour le moment, on n'est pas... les gens sont en train de vouloir dire que c'est le jeu démocratique normal. Non, ça, c'est le pinaillement anormal. C'est exactement comme ce que nous avons entendu le président de l'Assemblée a pu dire quand il dit qu'effectivement, on l'a dépossédé de sa sécurité. Le président de l'Assemblée, en vertu de son statut de président de l'Assemblée, en vertu des obligations qui sont faites à l'État, au gouvernement, ils ont l'obligation de prendre des dispositions pour garantir sa sécurité. C'est ça que la loi a prévu. Garantir la sécurité du président, assurer sa protection, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, si pour le faire, il y a lieu de définir une règle de conduite pour comment on appelle ça, pour avoir un consensus dans la désignation de ceux qui sont appelés à faire ce travail, dans tous les cas pour nous, les forces de défense et de sécurité de notre pays qui ont vocation à exercer cette mission, ils doivent faire cette mission-là. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons bel et bien une direction nationale de protection de votre personnalité. Et c'est elle qui doit désigner les gens qui sont appelés ou qui doivent être appelés à assurer la protection de ces hautes personnalités-là. Et ça doit être fait, le président de l'Assemblée doit être protégé. Il a droit à un véhicule de fonction, il a droit à une garde. L'État doit mettre à sa disposition cette garde pour qu'elle le protège.